France Maghreb 2. Votre show de fin d'après-midi. Bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver. C'est mercredi, nous sommes le 22 novembre et j'espère que vous allez bien. Vous êtes en pleine forme, c'est parti pour votre grand forum LGF jusque 18h. Avec aujourd'hui, pour m'accompagner, non pas la perceuse, mais Nadir Kaya. Bonjour Nadir. Comment ça va Nadir ? Très bien, un peu frais ce matin, mais bon, il y a du soleil, donc on garde l'espoir. Qu'est-ce que c'est que cette machine de ouf là qui arrive dans les... Bon, ok, on va essayer d'y mettre fin parce que là c'est juste pas possible. Donc mon cher Nadir, on va parler avec toi jusqu'à 18h de différents sujets que l'on va vous proposer dans un instant. Et on va parler avec toi, alors toi tu avais envie de revenir sur un sujet important et d'inviter en tout cas les musulmans à faire une espèce d'autocritique concernant le racisme anti-noir. Ouais, tout à fait, parce qu'il y a des réalités qu'il faut savoir aussi dénoncer au sein de la communauté musulmane. On reste des hommes comme tous les autres. On a une religion qui est l'islam, mais il faut savoir distinguer cette religion et le comportement des musulmans. Donc aujourd'hui, je pense que je vais parler de l'autocritique, cette capacité d'autocritique chez les musulmans qui est nécessaire. Voilà. Très bien. Ton coup de cœur, on va parler d'une soirée, d'une association. Ouais, c'est un coup de cœur. Bon, je vais revenir à ce qu'on fait depuis 3 ans avec une association sportive de MMA du côté de Porte Clichy. Ouais. On fait appel à des dons de jouets neufs qu'on remet par la suite à des enfants qui sont hospitalisés pendant la période de Noël. Voilà. Super. Ça, c'est un truc qui marche depuis 3 ans, voilà. Et voilà, c'est une action qui va être encore reconduite et sur laquelle j'aimerais faire ce coup de cœur. Eh ben écoute, ok, ça marche, pas de problème. On sera également tout à l'heure avec Brahim de l'association Aide-moi. Je sais pas si tu connais l'association Aide-moi. C'est une association qui propose d'emmener des personnes à mobilité réduite faire le Ramra et le Hajj. Donc ça marche très bien. Ils emmènent beaucoup de gens et on a eu d'ailleurs à les recevoir ici en studio. Et ils avaient emmené des personnes handicapées qui étaient parties justement faire leur pèlerinage ou faire leur Ramra. Ils étaient revenus avec vraiment des souvenirs plein les yeux, j'ai envie de dire. Et donc ils ont besoin évidemment d'argent parce que forcément ça a un coût. Et ils emmènent des personnes handicapées mais avec du personnel médical à côté. Et donc ils organisent ce samedi une soirée dans le 95. On leur passera un petit coup de fil tout à l'heure. Bien sûr, voici le programme et le sommaire de cette émission de ce mercredi. Soyez les bienvenus. Nadir Kayap est là pour vous accompagner et vos appels au 01 40 33 9000. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, interrogé sur la crise d'identité de l'Europe, Manuel Valls a indiqué en espagnol qu'il y avait en France un problème de l'islam, des musulmans, islamisme, le double discours de Manuel Valls, qui est d'ailleurs aussi la question du jour que l'on se pose. Le double discours de Manuel Valls est-il dangereux pour le vivre ensemble ? Vous répondez oui sur Facebook ou non, ainsi que sur Twitter, LGF officiel, Facebook, France Maghreb 2. Algérie, l'ancien président de la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l'homme, Farouk Santini, persiste et signe. Point démonté par le démenti cinglant de la présidence de la République sur les supposées confidences que lui aurait faites l'État quant à son intention de briguer un 5e mandat. Monsieur Santini assure qu'il a bel et bien rencontré Bouteflika, non sans mettre en doute la véracité du communiqué de la présidence. Quelques jours après sa réouverture, la mosquée de Sartrouville a à nouveau été fermée par le préfet qui dénonce des prêches radicaux. Les coulisses du pouvoir, notre infiltré au sein de l'Assemblée nationale pour des petites informations croustillantes et en exclusivité. Nizarix sera avec nous tout à l'heure à 17h30. Libertad, vous avez la parole, alors prenez-la au 01 40 33 9000. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans votre émission Le Grand Forum avec Nadir Kaya qui est avec nous jusqu'à 18h et qui, je dois le dire, pour les auditeurs évidemment, parce que ce n'est que de la radio, Nadir Kaya nous régale à chaque fois, elle nous ramène des petits trucs sympas, mais alors là je viens de me manger une petite tarte au chocolat, je peux vous dire qu'elle était très très bonne. Bien épaisse, nickel là. D'ailleurs, un petit message à ma femme, ce soir, c'est pas la peine de préparer à manger. Hein. C'est bon, j'ai plus faim là. Tout va bien. Donc, jusqu'à 18h, avec vos appels, évidemment, 01 40 33 9000, cette question que l'on vous pose, parce que Manuel Valls, là, n'en finit pas de faire réagir par des déclarations qu'il peut faire à droite, à gauche. Et la dernière en date, c'est en Espagne, dans laquelle il donc dit qu'il y a un problème, visiblement, avec... l'islam, avec les musulmans en islam, on va en reparler en France, pardon. On va en reparler dans un instant. Du coup, cette question qu'on avait envie de vous poser, Manuel Valls, son discours est-il dangereux pour le vivre ensemble ? Et alors là, Nadir, le score est plutôt sans appel pour le coup, puisque vous êtes 97% à dire oui sur Facebook contre 3%
sur Twitter, 92% contre 8%. Score sans appel, net et sans bavure. Nadir, est-ce que le discours de Manuel Valls est dangereux pour le vivre ensemble? Oui, bien sûr, parce que on l'avait déjà rappelé la dernière fois. Les grands médias sont friands de ces discours-là parce que ça alimente un peu l'actualité, et notamment quand il n'y a pas grand-chose. Donc d'avoir un politique comme lui, qui a été pendant un certain nombre d'années Premier ministre, revenir avec des petites phrases comme ça qui alimentent un peu les discours qu'on apprécie dans les grands médias, ça plaît à beaucoup, mais ça s'apparente à du Zemmour. Je rappelle que Zemmour a été condamné pour des propos similaires, donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait que des gens ayant un minimum de compétences puissent s'attarder sur ses propos et voir si lui aussi peut être poursuivi pour ses propos, parce que c'est quelque part, c'est encore s'en prendre à la communauté musulmane et chercher à allumer un feu, et c'est très dangereux. Surtout, je m'interroge au niveau du CSA, qui est souvent silencieux quand il y a ce genre de propos de certains politiques comme lui. Après le CSA, il faut qu'il soit saisi. Donc si les gens restent dans des expectatives, je vais quand même vous rappeler une petite phrase qu'il avait prononcée. L'islam certes rencontre et pose des défis considérables à nos sociétés, mais il n'est pas le problème qui opposerait toutes les difficultés au pays. Cette phrase de Manuel Valls date de la fin de l'année 2016. L'ex-premier ministre visait alors, vous en souvenez, l'investiture socialiste pour la présidentielle. Quelques mois plus tard, donc, Manuel Valls n'est plus qu'un simple député, et son combat principal reste l'islamisme et les musulmans, car les mots ont un sens, dit-il. D'ailleurs, dans le Figaro magazine, l'ancien chef du gouvernement assure qu'il a la plus grande considération pour la religion et la culture musulmane. Un problème de l'islam, des musulmans, mais le catalan, lorsqu'il traverse les frontières, a un discours totalement différent. Hier, donc, El País publie les propos de Valls, en espagnol, donc un discours prononcé en espagnol. Traduction: tous les pays souffrent d'une crise d'identité culturelle, parce qu'il y a la mondialisation, la crise politique, il y a les réseaux sociaux, dit-il, et il y a le problème des réfugiés. Donc, surgissent dans notre société. Par exemple, dit-il, dans notre société française, le problème de l'islam, des musulmans, tout cela nous interroge sur ce que nous sommes, dit-il, en français dans le texte. Donc, Manuel Valls n'a donc aucun problème avec l'islam, mais lorsqu'il s'exprime dans sa langue natale, le catalan n'hésite pas à indiquer le fond de sa réelle pensée. Un double discours que l'ancien Premier ministre n'imaginait pas ressurgir en France. Eh bien voilà, on est là en tout cas avec d'autres pour relayer ce discours après avoir fait la traduction. Donc Manuel Valls dit qu'il y a un problème avec les musulmans, avec l'islam. C'est vrai que ça rappelle étrangement des discours qu'on a pu entendre dans la bouche de Finkielkraut, dans la bouche de Zemmour, de d'autres. Caroline Fourest, etc. 01 40 33 9000. En tout cas, vous répondez à cette question. Y a-t-il un danger au travers du double discours de Manuel Valls pour le vivre ensemble? Facebook France Maghreb 2, sur Twitter LGF officiel, et au 01 40 33 9000 avec Mustapha qui nous appelle. Bonsoir Mustapha. Mustapha, bonsoir. Oui, allô. Oui, bonsoir. Baisse ta radio, Mustapha, s'il te plaît. Ouais, c'est Mustapha de Saint-Ouen. Oui, Mustapha, baisse ta radio, on t'écoute. Bah ça, j'ai baissé là. En fait, moi, c'est à propos de Monsieur Valls. Oui. En fait, je voulais donner mon avis, quoi. Eh ben, on t'écoute, Mustapha, vas-y. Mon avis, c'est qu'il devrait aller faire de la politique en Israël. Oui, bon, c'est... Et dans ses bagages, il prend avec lui Zemmour. D'accord, c'est pas mal. Ouais, bah écoutez, c'est un point de vue. Maintenant, je sais pas si dans le fond ça ajoute beaucoup de choses intéressantes au débat. Bien sûr que c'est un danger. Bien sûr que c'est un danger. Monsieur Valls, c'est un grand danger même. Bon. Il faut voir qu'est-ce qu'il a fait comme dégâts dans le 91, dans son fief là-bas. Ah, du clientélisme, des élections un peu entachées, de tricherie. Bien sûr que c'est un très grand danger, voilà. Merci Mustapha. Moi, j'ai donné mon avis. Ouais. Il vaudrait mieux pour lui qu'il aille faire de la politique là-bas en Israël. Il prend avec lui Zemmour, et puis voilà, quoi, ça sera réglé, moi je pense. Voilà. Merci Mustapha, à bientôt. Bon, c'est un avis un peu particulier, mais bon, il est entendu. Mustapha, d'ailleurs, Nadir, vous n'êtes pas sans savoir que, on vous le rappelle régulièrement, il y a quelques députés qui sont concernés par des recours déposés concernant les élections législatives. Emmanuel Valls en fait partie, et le Conseil constitutionnel tarde
à rendre son verdict par rapport à cette élection de Manuel Valls, qui a été, d'après en tout cas celle qui l'affrontait, donc Farida Amrani, entachée de tricherie, d'irrégularité, effectivement. Et donc ça devrait tomber. Alors ça devait tomber normalement fin octobre, début novembre. Ça prend un petit peu de retard, visiblement. Mais alors imaginez-vous le coup fatal pour Manuel Valls si toutefois on invalide son élection, on a dire. Je pense que ce sera le retour du bâton, hein, quand on prêche la haine et qu'on a des pratiques qui sont assez douteuses depuis des années. Il y a un moment donné où il faut payer, surtout dans le climat actuel. C'est pas acceptable qu'un homme politique comme lui, qui a eu des hautes responsabilités en France, continue à avoir des propos comme ça stigmatisants et qui n'apaisent pas les choses, bien au contraire, qui vont malheureusement rajouter une couche au millefeuille des frustrations et des réactions pour certains violentes. Mais bon, je pense que tout le monde doit rester. Mais on est habitué, hein, Nadir, on est habitué quand même, parce qu'on se rappelle qu'il y a 10 ans, il était pro-palestinien, aujourd'hui il est pro-sioniste. Voilà, on est habitué sans problème. On est habitué, mais il faut pas être habitué. C'est-à-dire que il faut rester en permanence indigné face à ça. Et comme tu le disais, il faut pas hésiter à prévenir le CSA par toutes sortes de moyens, par des mails, par des tracts. Voilà, il y a le CSA normalement qui est censé réguler ce qui se dit dans les médias. Je pense qu'ils font pas réellement leur travail, ça c'est pas normal. Et donc j'invite comme d'habitude tous les auditeurs citoyens à être mobilisés et à pas laisser faire les choses. Mohamed, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Mohamed, soyez le bienvenu. Oui, moi je vous appelle parce que vous avez reçu une personne sur votre antenne, oui, qui a écrit un bouquin, oui, qui s'appelle je défendrai la vie autant que vous prêchez la mort. Qui est ce personnage? Ouais, mais déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce titre? C'est un peu, à mon avis, un titre provocateur, mais bon, ouais. Un peu provocateur. Quand vous prêchez la mort, c'est tout de suite les musulmans, hein, c'est les islamistes encore, c'est ça? Bah alors, c'est qui, Mohamed? Va directement. Ah oui, c'est Samia Maklouf, que vous avez reçu à la suite du procès. Ah, l'avocate. Ok, l'avocate de Latifa Benziatan, ouais. Exactement. Ouais. Vous l'avez reçu, vous avez fait une interview. Vos questions, franchement, c'était pas pertinentes. C'était inintéressant. Ouais. Il aurait fallu appeler pour en poser alors. Non, mais bon. Et donc cette dame-là, elle est vraiment à côté de la plaque. Elle sait même pas de quoi elle parle. Et là, vous sur YouTube, vous avez carrément isolé cette interview et vous l'avez diffusée sur YouTube. Vous rediffusez avec la photo de Tariq Mami et sa photo à elle. Ouais, bah écoutez, après. Vous la mettez à l'honneur comme si c'était une grande dame, une grande avocate ou je sais pas quoi, ou si c'était l'interview de l'année. Mais c'est vraiment une interview bidon, quoi. Bon, et cette dame-là, franchement, c'est du bidon ce qu'elle raconte. C'est pas ce qu'elle raconte. C'est ton avis, Mohamed. Bah écoute, après pour le reste, bon, je t'avoue que je ne suis pas, dans les coulisses de cette histoire, mais bon, oui. Non, mais t'as été convaincu par ces arguments? Oula, tu sais, il est difficile de me convaincre à partir, mais bon, franchement, je sais pas, elle est dans son rôle. Et c'était quoi le sujet de son livre? Non, mais on l'a pas reçu d'ailleurs dans le cadre de son livre. On l'a reçu parce qu'elle était l'avocate de Latifa Benziatan. Ouais, c'est ça, Benziatan. Donc à l'issue du procès Mera, c'est pour ça qu'on l'a reçu. D'ailleurs, après, elle a été sur quelques plateaux avec Thierry Ardisson notamment. Voilà. Bon, écoutez. Après, c'est ton avis, Mohamed, hein? Pas de problème. Non, mais justement, mais sur là-dessus, sur le procès d'Elkader Mera, un type qui a 35 ans, il a été condamné à 20 ans de prison. C'est bien ça, je me trompe pas. Hein. 20 ans de prison, pourquoi? Pour quel motif? Il a été condamné à 20 ans pour, je crois, complicité de terrorisme. Pas complicité de terrorisme, simplement il était en rapport avec son frère qui était terroriste. Ouais, voilà, c'est ça. Aucune preuve contre lui. Et cette dame-là, cette avocate plus Fatima Ibn Zatan, qui n'est pas contente, qui est déçue. Et donc l'argument principal, ce qu'elle retient, c'est pourquoi il n'a pas été condamné pour complicité. On lui dit mais il n'y a pas de preuve. Non, mais il y a 11, son argument, s'il y a eu 11 tomes, s'il en est là, c'est pas pour rien. S'il y a eu 11 tomes, c'est pas pour rien. S'il y a eu 1500 pages, je sais pas, 11 000 pages, je sais pas quoi. Aucun argument, rien du tout. Moi, après ça, franchement, j'ai acheté le bouquin de Dupond-Moretti, j'ai suivi Dupond-Moretti. Grande classe, hein, Dupond-Moretti, hein. J'aurais aimé plutôt que vous lui donniez la parole à lui, quand même. Ah oui, oui. Merci Mohamed, en tout cas, pour ton avis. Voilà. Merci pour ton avis. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Salut Mohamed.
Ah bah oui, nos auditeurs sont très critiques, mais c'est très bien en même temps. Ça, c'est ce qui fait un peu avancer le schmilblick. Voilà pour cette dame. Après, pour ce qui a été le fait de l'isoler sur YouTube, je n'en suis absolument pas responsable. Mais voilà, écoutez, c'est le choix éditorial. 01 40 33 9000, bien sûr, si vous souhaitez intervenir sur cette question. Donc Manuel Valls est-il un danger, enfin au travers de ce danger, le double discours prononcé par Manuel Valls, et en l'occurrence le dernier en date, en espagnol, s'il vous plaît. D'ailleurs, il maîtrise parfaitement l'espagnol, hein. Forcément. Et donc, dans lequel il dit donc qu'il y a un problème en France, selon lui, avec l'islam et avec les musulmans. Double discours, hein, parce qu'on se rappelle qu'il y a même pas 2 semaines, il avait dit les vrais défenseurs des musulmans, c'est moi, c'est nous, hein. Et pas les sbires des Duplénaires et les compagnies. Donc un coup il aime les musulmans, un coup il dit qu'il y a un problème avec eux, enfin un coup il est pro-palestinien, un coup il est pro-sioniste. On n'y comprend plus rien chez ce monsieur, je pense que ça devient pathologique, hein, pour le coup. France Maghreb 2, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Christophe, ça va Christophe? Oui, Kamel. Oui, bonsoir à votre invité bien sûr, et bonsoir. Je salue bien sûr la radio qui nous permet de s'exprimer. Moi j'ai un petit mot pour Macron. Moi vraiment, avant les élections, je croyais que c'était une personne, un homme politique, qu'on aura de l'espoir avec lui. Mais malheureusement, j'étais déçu, que ce soit vis-à-vis de sa politique internationale, ou vis-à-vis, par exemple, je vous parle des banlieues, par exemple. Oui. Il veut sanctuariser les subventions dans les banlieues, il veut financer les permis de conduire aux jeunes des banlieues. Moi, à mon avis, lui, il est contre ces emplois aidés, qui dit que c'est pas des emplois, c'est de l'argent de l'État et tout. Et d'une part, moi, à mon avis, personnel, moi je pense que si pour remédier à ces problèmes des quartiers difficiles, il faut créer une mixité sociale. Ça sert à rien de jeter l'argent par les fenêtres, parce que si vous mettez les mêmes familles avec les mêmes problèmes sociaux, des familles, soi-disant, on va pas dire toutes les banlieues, des familles difficiles, ils sont en force pour... mais par contre, si vous les dispersez, vous créez une mixité, vous évitez ça, vous essayez de leur donner de la chance. Mais quand je vois Madame Le Pen qui à chaque fois dit le communautarisme, mais le communautarisme, il a été créé par qui? Il a été créé par les élus. Oui. Tu me fais du hors-sujet, hein. La question n'était pas celle-ci. La question était, est-ce que le double discours de Manuel Valls est-il dangereux pour le vivre ensemble? Ah, Manuel Valls, je vous dis franchement, cette personne-là, bon, il a des positions un peu à l'international, un peu, je sais pas comment je vous explique ça, mais il était pas comme ça, mais maintenant il part en Espagne pour dire que on a un problème avec les musulmans en France. Et pourquoi il ne dit pas en France? Il va en Espagne, dans ses pays d'origine. Il espérait que ça reste là-bas, hein. Voilà, et un petit mot à propos de Khaled. Je tiens à dire que Khaled, là, c'est normal qu'il dit que Bouteflika est bien et Sisi est bien. Oui, mais là, non, Kamel, s'il te plaît, tu connais les règles de cette émission, on ne va pas dans tous les sens, c'est pas une tribune que l'on t'offre, c'est justement une réaction par rapport à un sujet en particulier. Kamel, voilà, on va pas non plus commencer à partir dans tous les sens, il faut qu'on respecte un minimum l'émission. Kamel, t'as déjà appelé hier? Ça suffit maintenant, ça sera la semaine prochaine pour toi. 01 40 33 9000, il faut laisser la place aux autres parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'exprimer. Il faut pas que ça soit toujours les mêmes qui s'expriment. Bon, alors, donc Manuel Valls, pour le coup, donc on va surveiller ça de près. On attend donc la décision du Conseil constitutionnel, Nadir, avec impatience, pour savoir, avec impatience, pour savoir effectivement si toutefois il y a validation ou pas de cette élection qui a été visiblement, d'après la candidate qui l'affrontait donc pour cette élection dans l'Essonne, la première circonscription de l'Essonne. Il y a eu tricherie selon elle, c'est ce qu'elle a déploré, dénoncé, au travers d'ailleurs de photos, de témoignages qu'elle a déposé, un gros dossier qu'ils ont déposé dans les recours d'ailleurs, dans les délais légaux, pour déposer ce recours auprès du Conseil constitutionnel. Je crois qu'ils sont, on demandera tout à l'heure à Nizar, mais au nombre de 46 députés à être concernés par des recours qui n'ont pas été statués, hein, pour l'instant. Donc il y a quand même pas mal de d'attente et de tension peut-être perceptible. On verra avec Nizar tout à l'heure, mais je l'ai eu au téléphone, il me disait que Manuel Valls était de plus en plus isolé à l'Assemblée nationale. Il venait quasiment plus aux réunions et qu'il commence à vraiment sérieusement agacer les députés de la République en marche qui s'offusquent
par rapport à ses positions, par rapport à ses sorties. Voilà, jusqu'à même d'ailleurs le président de la République qui serait de plus en plus agacé par Manuel Valls. Donc il serait pas étonnant que dans quelques jours on apprenne qu'il quitte la République en marche. Voilà, devient gênant peut-être, exactement. Dans un instant, avis tranché de notre ami Nadir Kaya qui va se poser la question aujourd'hui, et plutôt au-delà de poser la question, proposer aux musulmans de faire une autocritique sur le racisme anti-noir. Existe-t-il? Nadir Kaya nous donnera son avis dans un instant. Je rappelle que les avis tranchés sont en direct sur Facebook, sur Christophe Le Grand Forum, donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas non plus à répondre à la question du jour aujourd'hui, suite aux déclarations en Espagne, dans sa langue d'ailleurs, l'espagnol. Manuel Valls déclare qu'il y a un problème en France avec l'islam, avec les musulmans. Le double discours de Manuel Valls est-il dangereux pour le vivre ensemble? C'est la question que l'on vous pose. Et le score est, je vous le rappelle, sans appel. On vous donnera donc à plusieurs reprises des points sur le sondage. La question posée aujourd'hui sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Le Grand Forum jusqu'à 18h. Nadir Kaya, son avis tranché, le zapping à suivre. Et dans un instant aussi, nous irons en Algérie pour parler de la sortie de Farouk Santini, que tu connais peut-être, qui avait évoqué le fait d'avoir rencontré Abdelaziz Bouteflika au cours d'un entretien d'1 heure, durant lequel apparemment Bouteflika lui aurait confié son envie de se présenter pour un 5e mandat. Sauf qu'il y a eu un communiqué de la présidence algérienne ce week-end pour démentir totalement cette entrevue et le fait que donc Santini aurait rencontré Bouteflika. Sauf que Santini revient à la charge, il persiste et il signe. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le Grand Forum avec vos appels évidemment 01 40 33 9000. Le zapping à suivre. On va partir en Algérie pour continuer d'évoquer cette polémique qui persiste entre donc la présidentielle et entre la présidence plutôt et Farouk Santini donc dans un instant, et qui persiste et signe avoir rencontré Bouteflika et durant cet entretien, et donc il aurait confié à cet avocat donc l'envie de se représenter pour un 5e mandat. Alors on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans un instant. Ne bougez pas. Pour l'heure, on va, si vous le voulez bien, faire proposer une autocritique avec Nadir Kaya dans le cadre de son avis tranché. C'est parti, jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Nadir Kaya qui revient évidemment sur toute cette actualité monstrueuse que l'on a pu découvrir ou qu'on savait peut-être déjà depuis un petit moment, et l'occasion est donnée à Nadir Kaya de proposer une autocritique aux musulmans. Ouais, tout à fait. Je rebondis par rapport à l'actualité, notamment le reportage qui a eu lieu sur les conditions des Africains en Libye, notamment cette condition d'esclavagisme, qui a condamné bien évidemment. Mais moi je voudrais adresser un message à la communauté musulmane, parce que je fais partie de plusieurs communautés et en même temps la communauté musulmane. Donc il faut savoir se dire les choses. Autant on est capable de dénoncer certaines choses, les injustices, l'islamophobie, tout ce qui ne va pas. Mais je pense qu'il est nécessaire aussi d'avoir cette capacité d'autocritique. Pour pouvoir s'élever, parce que voilà, c'est des débats qui sont assez violents, qui sont frustrants, mais il y a des choses que moi j'ai pu entendre tout au long de ma vie ou même régulièrement de la part de certains musulmans qui avaient des propos racistes, négrophobes, et qu'il faut savoir dénoncer absolument, parce que c'est pas possible que on se prétend musulman et avoir des propos racistes, parce que c'est mal connaître sa religion, c'est mal connaître son prophète. J'aspire à ce que la communauté musulmane soit une communauté aussi exemplaire que le prophète l'était. On a tous normalement ce cheminement à faire. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé en Libye, même si je rappelle qu'il y a eu déjà des reportages qui rappelaient qu'il y avait de l'esclavagisme et des Africains qui étaient traités de façon inhumaine par des Libyens, et qui pour la plupart d'entre eux, j'imagine, sont des musulmans quand même s'ils sont peut-être pas pratiquants. Ça reste un pays, la Libye, un pays musulman. Donc c'est honteux.
Et ça doit nous rappeler qu'aujourd'hui, face à ça, il faut savoir le dénoncer, il faut savoir le rappeler, parce que ça existe, effectivement. Les musulmans sont des êtres humains comme les autres, donc il y a des bons, des moins bons, des gens qui ont des postures racistes, qui peuvent avoir des propos racistes, et des gens qui ne le sont pas, qui sont en harmonie et en phase avec leur religion. Bien évidemment, c'est la grande majorité, mais il existe effectivement, au sein de la communauté musulmane, en France et ailleurs, des gens qui ont des postures et des actes racistes, donc il faut savoir dénoncer comme les autres. Donc c'est important de le dénoncer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, humainement, quand on veut évoluer, sans parler de la communauté, humainement en tant que musulman, quand on veut évoluer, il est nécessaire de se remettre en question de façon permanente. Parce que voilà, autrement, on tombe un petit peu comme la plupart des individus, c'est-à-dire qu'on ne se remet pas en question et on a toujours la posture à critiquer les autres sans se regarder soi-même. Donc là, par rapport à ce qu'on a pu voir ce reportage, ça nous rappelle des choses qui existent. Moi-même, j'ai pu l'entendre, donc il faut absolument les condamner et à chaque fois se remettre en question, parce que c'est pas l'islam qui est remis en question par rapport à ça, mais ce sont les musulmans, j'insiste là-dessus, qui restent des hommes et des femmes comme les autres, avec leurs faiblesses, leur méconnaissance, parfois leur ignorance. Et c'est quand on en arrive à ça aujourd'hui, surtout par rapport à une religion qui est parachevée, qui a tellement d'exemples positifs dans l'histoire et jusqu'à maintenant, on peut pas accepter ça. C'est quelque chose qu'il faut condamner. Et j'invite tout le monde à revenir à ses sources, sans avoir sans chercher à donner de leçons. Mais je rappellerai sans cesse que pour celui qui veut cheminer sur le bon chemin, la vie du prophète et le prophète bien-aimé est un très bon exemple pour se plonger au quotidien sur sa vie et rappeler un petit peu qui il était, et à partir de là se remettre en question et essayer d'avancer le mieux possible. Merci beaucoup Nadir. Voilà, alors petite nouveauté aussi dans cette émission maintenant, après chaque avis tranché, vous avez la possibilité d'interpeller celui qui l'a prononcé, en l'occurrence Nadir Kaya. D'accord ou pas d'accord avec Nadir, avec ce qu'il vient de vous dire? 01 40 33 9000. Vous pouvez appeler maintenant si vous souhaitez donc interpeller Nadir, peut-être lui poser des questions, le remettre peut-être face à des contradictions, ou je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas, 01 40 33 9000 pour appeler, pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec Nadir Kaya. N'hésitez pas sur France Maghreb 2 pendant une petite minute maintenant. Voilà, si tout le monde est d'accord avec Nadir, bah écoutez, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-le savoir maintenant, 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, d'accord ou pas d'accord avec Nadir? Pas d'accord du tout. Pas d'accord du tout, pourquoi? Parce qu'ils confondent musulmans et arabes, et ça c'est pas bien. Alors Nadir? Ah non, j'ai pas confondu. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, les Libyens sont musulmans. Ils sont également arabes, mais ils sont avant tout musulmans. Oui, mais si vous voulez, vous pouvez critiquer les agissements d'une personne, mais pas d'une religion. La religion islamique, un musulman, quand il est pratiquant, ne fera jamais ce qu'il a fait. Ah, c'est pour ça que je parlais des individus. Voilà, je parlais pas de la religion en elle-même. Ouais, hein. Je parlais des individus. Ouais, mais dans ce contexte, dans ce qui s'est passé réellement en Libye, c'est des gens, déjà, pour faire ce qu'ils ont fait, ils ont même pas un gramme de religiosité dans leur pratique. Ah bah j'espère. Hein. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrête tout le temps de dire, par exemple ici en France, on dit certaines personnes de l'extrême droite ou certains partis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oui, les musulmans ont manifesté, ou il y a plein de musulmans dans les prisons, il y a plein de musulmans par-ci, il y a plein de musulmans par... Non, faut pas dire ça, il faut dire les Arabes, les Maghrébins, vous voyez ce que je veux dire? Pas tout le temps dire les musulmans ont fait ça, c'est pas possible. Un musulman ne fera jamais ça. Quelqu'un qui est musulman, qui est pratiquant, ne fera jamais des choses comme ça. Non, mais on est d'accord, en théorie, l'islam, de par ce qu'elle est, c'est une religion parfaite. Mais après, les individus sont imparfaits. Donc, à partir de là, il y a des individus qui ont des comportements en contradiction totale avec le message religieux, le message de l'islam. Donc exactement. Ça aussi, il faut savoir le dénoncer comme on le fait à un frère ou à un ami qu'on connaît. On va lui dire, excuse-moi, ta parole, elle a été déplacée, t'as été un peu vulgaire, t'as été un peu violent. Tu vois, c'est des choses qu'on peut se dire en off entre nous. Mais quand on en arrive à un sujet comme celui de la Libye, où on voit des êtres humains qui sont traités comme ça par des Libyens qui sont censés être des musulmans,
Donc c'est une réalité. Tu sais qu'il y a des musulmans qui prennent de l'alcool, d'autres qui se droguent. Hein. Ça existe aussi. C'est une réalité. Donc quand on le dénonce, c'est pas pour critiquer l'islam, bien au contraire, parce que c'est incritiquable quand on regarde bien un peu notre religion. Mais c'est critiquer les individus parce qu'on se sent concerné. On est censé être des frères. Donc quand tu as un frère qui est censé faire quelque chose de répréhensible, il faut lui dire. Après, bien sûr, il faut peut-être la façon et la pédagogie pour lui dire, mais il faut le dire parce que ça fait partie aussi de notre religion. Bon, eh ben merci en tout cas, merci cher monsieur. Je sais même pas d'ailleurs votre prénom, c'est quoi? Moi c'est Abd. D'accord, bah merci en tout cas de nous avoir donné votre avis. C'est très bien, le d'accord ou le pas d'accord. Hein, s'il en reste un ou deux là, on les prend. Hein. D'accord ou pas d'accord avec ce que vient de donner comme avis tranché, proposer une autocritique hein, aux musulmans vis-à-vis de du racisme anti-noir. 01 40 33 9000. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, votre prénom monsieur? Farid de Colombes. Farid, d'accord ou pas d'accord avec Nadir? Bah écoutez, je confirme tout à fait l'avis du précédent auditeur. Nadir fait un amalgame entre musulmans et maghrébins. Donc tout ça pour savoir que il y a des musulmans qui sont d'origine africaine. Donc quand on généralise les musulmans, là il y a un amalgame clair quoi. Vas-y Nadir. Non, j'ai pas parlé de maghrébins, hein. J'ai parlé des musulmans par rapport aux libyens parce que ils sont censés être un peuple musulman. Donc moi j'ai bien parlé des musulmans, donc des libyens, j'ai pas parlé des maghrébins. Non mais c'est justement ce que vous auriez dû faire, c'est de parler du racisme plutôt des maghrébins vis-à-vis. Ah mais il existe. Oui, il existe. Oui, mais c'est pas celui des musulmans parce que vu que parmi les musulmans, il y a des Africains aussi. Donc il y aurait des musulmans africains qui seraient racistes envers d'autres Africains. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il y a un amalgame qui a été fait, il a bien repris le précédent auditeur, entre un amalgame qui est fait entre musulmans et maghrébins. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il y a une nuance à faire, en fait. Et chacun, je veux dire, le racisme maghrébin vis-à-vis des Africains, il existe dans tous les sens. Il y a les Africains aussi qui peuvent avoir du racisme envers les maghrébins, et tout le monde est raciste envers quelqu'un d'autre, en fait. Non, pas tout le monde. Il y a des gens qui ont des postures racistes, qui ont des propos racistes, mais tout le monde ne l'est pas, heureusement. Mais par rapport à ce qu'on a vu notamment sur les conditions de vie des Africains subsahariens, essentiellement en Libye, le traitement c'est de l'esclavagisme. Donc pour avoir des traitements comme ça, surtout quand on sait que ce sont des Libyens, ils sont de confession musulmane pour 99,9% d'entre eux, donc qu'ils soient pratiquants ou pas, peu importe, ils sont de culture musulmane. Donc ça va en contradiction avec notre religion. Oui, mais ça, on est d'accord avec vous que ça va en contradiction avec notre religion. Mais après, je parlais pas des Maghrébins. Hein. La Libye, c'est pas le Maghreb. Hein. Mais c'est ce qu'il aurait fallu faire. Plutôt. Ah, mais ça, je peux le dénoncer aussi, mais c'était pas le sujet. Mais ça, j'ai aucun souci pour parler de ce qui ne va pas chez les Maghrébins, c'est les Algériens, les Marocains, j'ai aucun problème là-dessus. Hein. Bah alors, franchement, je comprends pas trop alors votre. Bah, c'était par rapport à votre position finalement. La position, c'était en lien avec l'esclavagisme en Libye par rapport au reportage. Donc je voulais faire un rappel par rapport à la communauté musulmane et aux musulmans, et pas aux maghrébins. Voilà Farid, merci beaucoup en tout cas Farid. Merci à vous. Merci Farid. Bon, attends, tu viens de m'interpeller, tu me mets un doute là. Comment ça, la Libye, c'est pas le Maghreb? Bah officiellement, les trois pays qui composent le Maghreb. Non, il y en a 5. Oui, la Mauritanie, Libye, Algérie, Tunisie, Maroc. Ce que j'ai appris, moi. C'est le prolongement, mais c'est vrai qu'historiquement, on a toujours entendu parler du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Oui, bien sûr. Mais en fait, on en oublie deux quand même. Ouais, et deux, pas des moindres, important. Voilà. Bon, bah voilà, c'est fini en tout cas pour le d'accord pas d'accord. T'as vu, c'est bien, c'est parce que ça permet de faire bien attention à ce qu'on dit et puis de se corriger. De se corriger et surtout de voir de quelle manière ça a été entendu ton avis tranché. Donc c'est très bien. Voilà, ça a permis de remettre les choses au clair. Bon, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qu'on fait dans l'improvisation totale et puis qui s'avèrent être très bons. Bah écoutez, on dit toujours d'ailleurs qu'il faut rester sur sa première impression et ses premières choses, ses premiers essais. Allez, on va tout de suite, mon cher ami Nadir, enchaîner avec donc le zapping, avec lors du 100e congrès des maires qui a démarré hier à Paris, vous le savez. Le Premier ministre Édouard Philippe a fait un discours et a été interrompu par un bruit fort. Ce bruit qui a jeté un froid dans la salle n'était autre que celui d'une ampoule ayant explosé. Le premier réflexe du Premier ministre Édouard Philippe a alors été de se tourner vers la sécurité, lui demandant d'ailleurs de rester tranquille. Il a alors provoqué de timides rires dans la salle. Cette scène montre bien que la menace terroriste est présente aussi bien dans la tête des Français que
mais également dans celle des élus. Écoutez plutôt cette scène un peu cocasse qui s'est passée hier. C'est en vérité plutôt un plaisir. Dialoguer, ce n'est pas... La sécurité reste tranquille. Tout va bien. Ça va? Vous n'êtes pas blessé, Madame le maire? Voilà, c'était hier donc à l'occasion du discours de Édouard Philippe pour le congrès des maires, Nadia. Ah, tu vois bien que dès qu'il y a un petit bruit comme ça un peu hors du commun, ça suscite tout de suite... C'est un petit peu normal au vu du climat depuis quelques années maintenant. Non, mais sa réaction est assez zen, moi je trouve ça sympa. Bon, hier matin, Emmanuel Macron a inauguré la campagne hivernale des Restos du Cœur. Très attendu, le président français a pris quelques minutes pour échanger avec les bénéficiaires de l'association ainsi que des centaines de personnes venues à sa rencontre. Parmi elles, une femme est venue lui faire part de ses difficultés à obtenir des papiers. Si vous n'êtes pas en danger, il faut retourner dans votre pays, lui a-t-il dit. Et d'ajouter, je ne peux pas donner des papiers à tous les gens qui n'en ont pas. En reprenant d'ailleurs les phrases prononcées par Michel Rocard. On ne peut pas prendre toute la misère du monde, effectivement, c'était ça la phrase. Écoutez cet échange avec une femme qui l'a interpellé. Vous avez un ciel bien éclairci quand même. Mon ciel sera éclairci quand on aura réglé tous les problèmes dans notre pays. On n'y est pas. Est-ce que vous avez décidé Oui, mais là, je vois bien, c'est vous. Non, mais c'est vous, Amina. Bon. Vous avez fait appel au 115. Vous avez fait une demande à la préfecture? Il faut aller à la préfecture. Il a dit non. Non, mais la préfecture, elle ne peut pas dire non comme ça. Elle va instruire le dossier. Vous venez de où? Vous venez de quel pays? Maroc. Pas écrivain, mais parce qu'ils en avaient. Bon, là-dessus, il faut aller à la préfecture. Hein? Oui, mais. Il a dit non. Mais personne dit non comme ça. Ils vont ouvrir un dossier et ils vont instruire. Parce que je ne parle pas de... Non, après, il y a la nationalisation, mais après, ils vont regarder déjà si vous êtes éligible au regroupement familial ou à l'asile. Non, on n'est pas. Mais comment et pourquoi vous êtes arrivé ici? Visa. Par un visa? De combien de temps? Et vous voulez rester? Hein? Et vous voulez rester? Oui, oui. Mais vous avez eu un visa pour faire quoi au début? Visa de commerce. Oui. Mais il est... Mais oui, mais c'est pas bon pour vous de faire ça. Hein. Non. Moi, je vous le dis franchement, je peux pas vous mentir. En France, on va protéger tous les gens qui relèvent de l'asile, qui sont pas en sécurité chez eux. Ça, on accueille et je veux qu'on loge tout de suite pour que les gens ne soient pas dans la rue, qu'on les accueille, qu'on les intègre. Mais je suis bien d'accord, mais on ne peut pas accueillir tous les gens qui viennent sur des visas ou de commerce ou d'étudiants et qui restent après. Donc après, il faut retourner dans son pays, je vous le dis franchement. Après, on aide les gens quand ils sont malades. Mais on ne peut pas accepter que les gens... Je ne peux pas donner des papiers à tous les gens qui n'en ont pas. Sinon, comment je fais après avec les gens qui sont déjà là et qui n'arrivent pas à avoir un travail? Vous voyez? Donc il faut protéger les gens très faibles qui sont en insécurité chez eux. Mais si vous avez dans votre pays, si vous n'êtes pas en danger, etc., il faut retourner dans votre pays. Et au Maroc, vous n'êtes pas en danger. Parce que les parents... Mais ils sont où vos parents? Ils sont où? Ici. Ils sont en France. Mais ils sont vous savez qu'en plus la République française, elle les soigne. Mais vous pouvez venir les visiter régulièrement si vous voulez. Mais nous, s'ils sont là, on les soigne. C'est ça le droit en France. C'est déjà très généreux, vous imaginez. Non mais regardez, réfléchissez avec moi 2 secondes. C'est vrai, je l'apprends tout de suite, j'explique une situation parce que c'est compliqué. Parce que il y a quelqu'un qui a payé pour protéger vos parents. Il a donné le droit et comme il le dit. C'est des gens qui travaillent ici. Je vais pas leur expliquer qu'on va en plus prendre tout le monde. Donc il faut voilà, faire que chacun prenne ses efforts, mais je vais pas vous mentir. Monsieur le Président, c'est difficile à expliquer ce genre de politique? Non, pas du tout, mais il faut le faire sans démagogie. La France est un pays qui
est généreux et fait respecter le droit d'asile et l'accueil de ceux qui sont fragiles, mais on peut pas accueillir tout. On prend notre part, mais on peut pas prendre toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard. Et je pense que c'est très important aussi de faire de la pédagogie quand des gens demandent des papiers. On a aujourd'hui beaucoup de gens qui ne sont pas dans la situation de demander l'asile ou qui sont en grande fragilité et qui demandent des papiers, à qui on dit non et qui ne repartent pas dans leur pays. Ce qui est terrible, parce que d'abord, ça n'est pas sérieux de notre point de vue. Ensuite, ça vient engorger. Merci à vous, bon courage. Merci madame, merci à vous. Et ensuite, ça ne permet pas derrière d'accueillir ceux qui en ont besoin, parce qu'on reste dans des logements, on occupe des logements, etc. Et surtout, on n'a pas la capacité d'intégrer par l'école. Voilà, Emmanuel Macron donc dans cet échange avec cette femme donc marocaine venue interpeller Emmanuel Macron. Nadir, si tu devais faire un petit commentaire en résumé de ce que l'on vient d'écouter avec Emmanuel Macron. Bah c'est vrai que sur cet aspect-là, la France est un pays quand même fantastique au niveau de sa capacité d'accueillir des gens qui sont en détresse dans leur pays. Donc le droit à l'asile, c'est vrai qu'il y a des conditions. Après, ce qui est touchant, c'est que on sent que cette femme est émue. Ce qui est navrant, c'est que Macron, lui, rappelle un petit peu les conditions dans lesquelles elle peut être accueillie, qu'il y a des limites. Mais moi, j'aimerais qu'un jour, ces politiques, et notamment tous ceux qui rebondissent sur l'actualité de l'immigration et des gens en difficulté en France, et des réfugiés, c'est de se poser la question pourquoi ces gens-là cherchent à venir en France. Parce que quand on réussira à répondre à cette question, je pense que d'une part, on sera en accord avec soi-même et il y aurait peut-être pas autant de problèmes qu'il peut y avoir en France. Si ces réfugiés ou ces personnes demandent l'asile ou souhaitent venir en France, c'est que leur pays n'est pas un pays exemplaire. La France aussi, même si elle a des choses qui sont très bien, mais elle l'est pas non plus. Il y a aucun pays parfait. Mais que ce soit le Maroc ou ailleurs, il y a des vraies problématiques, notamment par rapport à la jeunesse. Et il faut se poser les questions, surtout la part de responsabilité que la France a dans la plupart de ces pays auxquels beaucoup de jeunes aspirent à venir en France pour vivre mieux, parce que dans leur pays, c'est pas le cas. Donc, il faut vraiment répondre à ces questions. Pourquoi ces gens-là viennent en France? Et à partir de là, je pense qu'on pourra résoudre beaucoup de problèmes. Tiens, en aparté, il y a Jean-Luc Mélenchon qui a rencontré Macron hier. Il y a eu cette petite sortie à l'issue de cette rencontre avec Emmanuel Macron en disant: vous savez très bien que je ne partage quasiment rien avec Emmanuel Macron en matière des idées. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il débat, contrairement, et faisant référence à Hollande. Bon, j'emploierai pas l'adjectif qu'il a utilisé pour qualifier Hollande, mais en tout cas il dit voilà, il y a au moins quelqu'un qui accepte le débat et qui parle. Voilà, ça c'était la petite sortie de Mélenchon. C'est parti maintenant pour les coulisses du pouvoir sur France Maghreb 2. Nous appelons pour ce titre, et à ce titre, Nizar X, notre infiltré au sein de l'Assemblée nationale. Bonsoir Nizar. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2 une nouvelle fois pour tenter de nous donner quelques infos croustillantes issues de l'Assemblée nationale. Alors, juste pour commencer, on a eu à en parler la semaine dernière, c'est la sortie de Meyer Habib qui a fait beaucoup réagir au sein de l'Assemblée nationale. On rappelle les images, donc les communistes, les insoumis et quelques-uns d'ailleurs de la République en marche ont quitté l'hémicycle lorsque Meyer Habib a parlé de Salah Hamouri comme un terroriste. Est-ce qu'il y a encore des suites? Où on en est par rapport à ça, Nizar? Alors, par rapport aux propos que j'avais expliqué la semaine dernière, par rapport au député de groupe Les Constructifs, notamment l'UDI, Monsieur Habib, il a donné suite à ses propos, notamment il a écrit au président, à tous les députés, et au président de l'Assemblée nationale une espèce de lettre ouverte en leur disant que la séance des questions au gouvernement de la semaine dernière a été troublée par la sortie théâtrale des députés insoumis et communistes, parce que au moment où ils prenaient la parole, effectivement, beaucoup de députés sont sortis de l'hémicycle, surtout quand il a déclaré, je le cite, au sujet les propos honteux. C'est ce que disent les députés qui ne sont pas d'accord avec lui, et je les cite, et ils disent que M. Habib Meyer a tenu des propos honteux au sujet d'un concitoyen franco-palestinien qualifié de terroriste, et surtout l'amalgame qu'il fait avec l'assassinat du père Ahmed. Donc ces propos-là, suite à ces propos-là de Habib Meyer, ils ont demandé des sanctions au président de l'Assemblée nationale et surtout des clarifications.
Bon, du coup, ce député a fait une longue lettre pour expliquer un peu comme quoi la personne dont il parlait, à savoir Monsieur Salamori et surtout Balrouti, ne sont pas des poètes, ce sont des terroristes, comme quoi le débat démocratique. Il accuse le gouvernement parce que le gouvernement a répondu dans ce sens en disant qu'il soutiendra toujours un Français où est-ce qu'elle soit, il aura le droit à la protection consulaire comme n'importe quel justiciable français retenu dans n'importe quel pays du monde. Ouais. Donc du coup, ça lui a pas plu, et donc du coup, il fustige le discours du gouvernement qui qualifie de confus et illisible sur la lutte contre le terrorisme. Donc c'est venant de sa part, c'est un compliment. Donc voilà. Donc le reste, pour ma part, la lettre, elle est truffée de bêtises. Moi, je le considère pas comme un député de la nation française, pour la simple et bonne raison. Depuis des années que je le suis, depuis des années qu'il parle d'un sujet, il n'a jamais parlé d'autre chose en dehors. Oui, il y a pas d'autre sujet. Il n'y a pas d'autre sujet que terrorisme, Israël. Défendre le nord d'Israël. Moi, comme je te l'ai dit, Christophe, je n'ai rien contre ces pays d'Israël. C'est un pays comme tous les autres. Mais en revanche, j'ai quelque chose à dire sur la politique de son gouvernement, notamment une politique d'extrême droite et une politique sioniste, il faut le dire, et qu'il faut dénoncer comme n'importe quel autre pays dans le Moyen-Orient, à savoir l'Arabie Saoudite et d'autres pays qui ne respectent pas les règles du droit international. Alors, Nizar, je crois aussi savoir que les députés insoumis et communistes ont proposé auprès du président de l'Assemblée nationale de faire une espèce d'enquête pour savoir ce que crée réellement l'appel au boycott. C'est ça, hein, en résumé ? Alors, effectivement, donc toujours pour faire suite à ce sujet, donc il y a une poignée de députés. On ne connaît pas encore, je pense que vous allez savoir, ils ont demandé une mission d'information parlementaire. C'est une mission d'information parlementaire pour voir s'ils boycottent vraiment tout ce qu'on en dit, parce que on dit qu'il est illégal, on dit c'est interdit on imagine un État ami de la France accepter une délégation d'élus appelant au boycott de notre pays, voilà, on peut en parler pendant des heures et des heures. Il y a eu un débat, je vais pas refaire un débat ici. La mission d'information a été demandée officiellement. Maintenant, la balle est je pense, entre les mains du président de l'Assemblée nationale. Très bien. Qui va l'accorder ou pas. Nizar, on parle aussi chaque semaine, parce que c'est loin d'être terminé, ces recours qui sont toujours, présents, et qui concernent combien de députés là ? Est-ce qu'on a le chiffre ? Là, je pense qu'on doit être à une quarantaine, parce que beaucoup ont été classés ou annulés. Il y a une élection qui a été annulée notamment. Oui, d'une députée En Marche du Val d'Oise. Tout à fait, du Val d'Oise. Parce que là, elle a pas fait, on va dire, le Conseil constitutionnel lui reproche que son suppléant était président du Conseil du Prud'homme, et il aurait dû observer une période de réserve de 1 an, voilà. Donc voilà, c'est vraiment un truc institutionnel. Mais pour revenir aux autres, je pense que le Conseil constitutionnel prend son temps, et à mon goût un peu trop, parce que si tu veux qu'on parle de notre ami Emmanuel Valls. Ouais. On t'entend plus, Nizar. Parle bien devant ton téléphone. Voilà. Tu m'entends ? Oui, voilà, donc, c'est bon. On entend parler de Emmanuel Valls ces derniers temps, avec sa sortie hier sur l'interview qu'il avait fait à El País. Et tiens, j'ai une petite anecdote sur lui, parce qu'il y a un député qui lui a répondu de la majorité, dont je ne citerai pas le nom. Ouais. Il avait fait, tu sais, hier, il avait envoyé une tribune à tous ses collègues. Ouais. Une tribune pour la laïcité, pour la France, je ne me tairai jamais. C'est une tribune dans le monde. Il l'a envoyé à tous ses collègues de la République en marche, et un député lui a répondu: si tu ne souhaites pas taire, arrête au moins de polluer mon adresse mail. Ah, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Et je ne dirai pas qui c'est, je peux vous dire, j'ai la photo de. Les initiales, Nizar, les initiales. Non, je ne me permettrai pas, En tout cas, bravo à lui ou elle, je sais pas qui il est, mais bon, voilà.
Et c'est un député de la majorité, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Il fait partie du groupe La République En Marche. Donc, tu sais, Manuel Valls, c'est un député qui est mal élu. Beaucoup de députés le disent. Il est mal élu, c'est-à-dire c'est un traître. Beaucoup ne l'ont pas oublié vis-à-vis de ce qu'il a fait. Et il y a eu une interview du porte-parole de La République En Marche chez Le Monde il y a 2 jours pour dire la position de la laïcité de Manuel Valls n'est pas la nôtre. Donc du coup, il est mal dans sa peau en ce moment, et il cherche à exister, et il est même parti jusqu'à dire je suis prêt à accepter un poste de ministre. Alors quand on a été Premier ministre, d'habitude, par ego et par place qu'on a, on n'accepte pas ce genre de poste de ministre. Il a même été jusqu'à dire qu'il est capable de l'accepter. Merci Nizar, on est prépare le temps. Une dernière, je l'invite vraiment, s'il peut s'exprimer sur son ami Frédéric Aziza, sur ce qui s'est passé, parce que il a mis beaucoup d'énergie sur Tariq Ramadan. C'est vrai, c'est vrai. Parce que voilà, il a raison de le faire, de balancer ces personnes-là, de dénoncer ce genre de comportement de n'importe d'où qu'elles proviennent. Mais j'invite à faire de même avec Monsieur Aziza, donc j'attends de voir. Merci Nizar, et d'ailleurs on salue un tweet Eric Nolot. Nadir, c'est toi qui m'en as parlé tout à l'heure, qui dénonçait l'étrange silence des journalistes concernant Frédéric Aziza. Voilà. Merci beaucoup Nizar, à bientôt. Merci. À la semaine pro en tout cas. Merci beaucoup. Voilà pour les petites confidences. Donc on a appris qu'un député avait remis en place Manuel Valls. Si tu souhaites pas te taire, tu peux au moins arrêter de polluer ma boîte mail. C'est pas mal ça à dire, non? Franchement, c'est bien. Pertinent. Ouais, c'est pertinent. Ils sont bons ces députés quand même. Ils sont jeunes, ils ont pas forcément comment dirais-je, d'habitude en politique, et nous disait Nizar à plusieurs reprises, on change un petit peu la manière d'agir à l'Assemblée nationale chez ces jeunes députés en l'occurrence, qui maintenant on n'hésite plus à parler franchement. Et c'est très bien, ça tombe bien, parce qu'on est un peu comme ça ici, en tout cas dans cette émission. Dans un instant, suite et fin du zapping, et on va partir un petit peu en Algérie. Le coup de cœur de Nadir Kaya, et puis aussi on va parler de Sartrouville. Est-ce que je sais pas si c'est au courant, la mosquée de Sartrouville a été réouverte pendant 3 semaines, puis elle est de nouveau fermée sous ordre du préfet. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct jusque 18h avec Nadir Kaya. Tiens Nadir, même pas eu le temps d'aller voir en antenne, là je sais pas si tu peux le faire pour moi, aller voir un petit peu si ça a progressé par rapport à la question du jour que l'on pose aujourd'hui sur Facebook ainsi que sur Twitter, Facebook France Maghreb 2 pour y répondre, Twitter LGF officiel. La question est la suivante: par rapport à la dernière sortie de Manuel Valls en Espagne dans le journal Espace, dans lequel il a dit qu'il y avait un problème en France selon lui avec les musulmans, avec l'islam. Est-ce que le double discours de Manuel Valls est-il un danger pour le vivre ensemble? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle on vous invite à répondre. Nadir, qu'est-ce que ça donne alors? Alors attends, je suis en train de regarder parce que j'étais en train de faire un enregistrement, j'ai zappé. Donc... Ah mince, oui, pardon. Non, c'est pas grave. Ouais. Alors on va regarder sur Facebook peut-être en premier. Voilà, Facebook. Je cherche. Qu'est-ce que ça donne? Donc LGF France Maghreb 2, ça c'est sur Facebook, et sur Twitter donc LGF officiel. Vous n'hésitez pas à nous donner votre avis. Je pense pas qu'il va y avoir un grand changement. Ouais. Parce que vu le résultat dès le départ, à mon avis. Oui, on rappelle tout à l'heure à 97% de oui. Ouais. Donc voilà, ça a pas changé. On est à 97% de oui. Ouais. Donc et on est à 3% de non. De non. Donc, d'accord. Les gens trouvent que son double discours est un vrai danger, quoi. Oui, en tout cas, une question qui a a priori très très bien marché parce que beaucoup de personnes ont participé. Donc c'est très bien. Vous continuez en tout cas à nous donner votre avis qui nous intéresse, bien sûr. Et sur Twitter aussi LGF officiel. On était plutôt tout à l'heure aux alentours de 92% de oui sur Twitter. Je sais pas si ça a un petit peu évolué depuis tout à l'heure. Alors je regarde là aussi. Twitter LGF officiel, bien sûr. Alors là on est toujours pareil, ça un tout petit changement, on est passé à 93%. Ah, ça a monté. De oui et 7% de non. Voilà, et bien vous continuez en tout cas à répondre à cette question du jour aujourd'hui concernant le double discours de Manuel Valls. Concernant est-il un danger pour le vivre ensemble. Bon, allez, on n'avait pas fini notre zapping puisqu'on a accueilli Nizar il y a quelques instants. Je voulais terminer ce zapping par un député français suscite un standing ovation après son discours sur les migrants vendus aux enchères en Libye. C'était hier à l'Assemblée nationale. Il a été applaudi par tous les députés, ou presque, à l'Assemblée nationale. Écoutez.
Ma question s'adresse au Premier ministre. Cette question s'adresse à toute la représentation nationale que nous sommes. Cette question s'adresse à la France, pays des droits de l'homme, aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui, mais aussi à la postérité. Sur la planète, il y a des passés qui n'en finissent pas de passer. J'ai connu ma grand-mère. Ma grand-mère m'a raconté son grand-père. Il est né en Afrique, un homme libre. Il a été capturé et vendu. Il est arrivé en Guadeloupe en esclave. Il est mort après l'abolition de l'esclavage et cela se passait en colonie française. D'aucuns pensent que la traite d'êtres humains et d'esclaves ont disparu au XIXe siècle, mais il n'en est rien. Aujourd'hui, en Libye, des migrants africains en route vers l'Europe sont vendus aux enchères comme esclaves par des trafiquants. C'est cette tragédie que vient de révéler au monde la chaîne américaine CNN dans un reportage qui glace le sang. Alors pour moi, comme pour beaucoup de nos compatriotes des Outre-mer et de l'Hexagone, c'est une réalité qui fait partie de ma mémoire, de notre mémoire, de ma vie, de notre vie, de la culture qui nous façonne tous. Mes chers collègues, n'est-ce pas dans cet hémicycle même qu'a été votée en 2001 la loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité? La France et l'Union européenne doivent réagir face à ce drame humanitaire insoutenable qui sévit en Libye et dans d'autres pays, et nous les connaissons. Voilà pour ce discours donc très applaudi à l'Assemblée nationale hier, Nadia. Ça s'est passé donc hier à l'Assemblée nationale par ce député qui a eu un standing ovation pour le coup. Hein. Bon, beau discours. Ouais, sympa, c'est un très très beau rappel historique et un rappel d'actualité, mais bon, on arrive toujours à la même chose. Quelle est la part de la responsabilité de la France dans cette situation actuelle et dans ce qui s'est passé il y a quelques années quand Sarkozy a décidé d'assassiner Kadhafi et d'envahir ou de déstabiliser la Libye? On va partir maintenant en Algérie pour évoquer cette polémique qui commence à faire beaucoup de bruit. L'ancien président de la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l'homme, Farouk Santini, persiste et signe point démonté par le démenti cinglant, faut le dire, de la présidence de la République sur les supposées confidences que lui aurait fait le chef de l'État quant à son intention de briguer un 5e mandat. Santini assure qu'il a bel et bien rencontré Bouteflika, donc sans mettre d'ailleurs en doute la véracité du communiqué de la présidence. J'ai été surpris comme tous les Algériens par le communiqué donc attribué à la présidence de la République, lequel démentait ma rencontre avec le président, a-t-il confié au journal arabophone El Kabar, et j'ai décidé donc de tourner la page et de ne plus parler de ce sujet eu égard au respect que je porte au président de la République. Samedi 18 novembre donc Farouk Santini a confié au site Saharabi avoir rencontré donc le chef de l'État qui selon lui est partant pour un 5e mandat. Il rajoute: j'ai rencontré la semaine dernière le président donc Abdelaziz Bouteflika, nous avons discuté pendant 1 heure, c'est la 4e fois que je le rencontre cette année, je le connais depuis plus de 30 ans, j'ai constaté qu'il a un grand désir de se représenter pour un 5e mandat, c'est son droit et nous le soutenons, la Constitution ne l'empêche pas de se présenter pour un autre mandat, il faut que le choix des urnes soit respecté, je connais bien le président, il veut rester au service de son pays et à sa disposition jusqu'à la mort, a-t-il assuré, sans écarter d'un revers de la main donc l'option d'une candidature de Saïd Bouteflika. Cela n'est pas du tout à l'ordre du jour, a-t-il tranché. Qu'en est-il de l'état de santé du président de la République? Il est vrai que sa voix a baissé, dit-il, mais eh bien, il a du mal aussi à bouger ses pieds, mais sa santé mentale est très bonne, dit-il. Tout ce qui a été dit sur sa perte de connaissance ou de son incapacité à réfléchir est faux. Sa santé s'améliore avec le temps, et a-t-il déclaré. Des déclarations qui n'ont pas été donc du coup de la présidence qui a répliqué dimanche 19 novembre en niant, en bloc, et tout en qualifiant quand même Monsieur Santini d'affabulateur. Un certain nombre de déclarations rapportées par la presse électronique et différents quotidiens, et donc il stipule que le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, aurait accordé une audience à maître Farouk Santini qui aurait abordé avec lui des questions ayant en rapport à la situation ainsi que les
perspectives futures, a indiqué la présidence, dans un communiqué donc diffusé à l'agence nationale algérienne. Il dément donc catégoriquement cet entretien donc avec monsieur Santini. Nadir, ton avis là-dessus? Est-ce que Santini quand même, qui est pas quelqu'un qui semble être quelqu'un de farfelu, qui s'inventerait un entretien, comment on peut expliquer justement que la présidence, alors peut-être qu'effectivement il y a eu rencontre, mais que la présidence n'avait pas envie que ça se sache, quoi, tout simplement. Ouais, mais c'est toujours pareil que l'Algérie, c'est compliqué en termes de communication. C'est ce qu'on peut leur reprocher aujourd'hui, notamment par rapport à l'état de santé de Bouteflika. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir une certaine transparence, une certaine honnêteté et montrer la situation telle qu'elle est. Après, qu'il envisage effectivement de se représenter, c'est encore autre chose. Mais par rapport à Santini, bon, c'est vrai que c'est parole contre parole. Donc aujourd'hui, ce que les Algériens souhaiteraient savoir, c'est comment va-t-il réellement? Est-il vraiment en capacité? D'après Santini, il va mieux. Il va bien. Quelques problèmes de santé, mais en tout cas son état de santé mentale va très bien. Il va même de mieux en mieux, dit-il. Oui, c'est bien pour lui, mais bon, après je pense que les Algériens aspirent à avoir une certaine transparence et se permettent un peu de se projeter pour l'avenir, parce que bon, l'Algérie c'est assez compliqué. Les Algériens n'ont pas cette capacité de communication qu'on peut avoir dans d'autres pays, donc ça porte préjudice à la situation actuelle. Bon, alors fausse polémique. Ouais, ça sera oublié dans. Ouais. Je pense que c'est déjà oublié. Je pense que c'est déjà oublié. Polémique inutile peut-être. Bon, très bien. Alors on va passer maintenant sur France Maghreb 2. Dans un instant, on va aller du côté de Sartrouville, mais juste auparavant, on ira aussi du côté d'une soirée que tu souhaites évoquer avec nous dans le cadre de ton coup de cœur. Petite parenthèse dans ce grand forum, puisque nous accueillons quelqu'un qui est déjà venu dans notre studio, Brahim de l'association Aide-moi. Bonsoir Brahim. Bonsoir Christophe, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Alors je rappelle peut-être aux auditeurs qui ne connaissent pas l'association Aide-moi, alors si je vais faire un bref résumé et vous allez ensuite me compléter, c'est une association qui propose d'emmener des personnes à mobilité réduite pour faire le Ramadan et le Hajj. Oui, exact. Donc l'association Aide-moi, elle est là pour soutenir, aider et se faire aider par les personnes à mobilité réduite. Donc pour cela, nous organisons notre deuxième gala qui va être le samedi 25 novembre à 18h à l'adresse Palais International, le Grand Salon, 2 rue de la Falaise, 95 520. Et nous espérons qu'il y ait beaucoup de gens, car nous avons mis en jeu 2 Amra à gagner. D'accord. Et alors cette association qui emmène chaque année donc des personnes à mobilité réduite, vous arrivez à emmener combien de personnes à chaque fois? Moi, si on m'arrête pas, je peux remplir un avion. Ouais. Donc la première fois, le premier voyage, j'ai ramené un groupe de presque 50. La deuxième fois, on a ramené un groupe de 86. La deuxième fois, presque 90. Et la dernière fois, on était à peu près 75. Et grâce à Allah, alhamdoulilah, cette année, on a pu faire le Hajj. Depuis notre dernière rencontre chez vous, on a pu faire le Hajj avec un petit groupe de 16 personnes. Donc, il y avait la moitié des personnes à mobilité réduite et la moitié staff médical et staff de l'association. Donc, on va dire que pour chaque personne à mobilité réduite, il y a un accompagnateur ou une accompagnatrice, il y a un grand staff de l'association Aide-moi, et un grand staff de médecins, infirmières et aides-soignants, aides-soignantes. Je me rappelle d'ailleurs que vous aviez emmené avec vous lorsque vous êtes venu dans nos studios des personnes des personnes à mobilité réduite qui étaient venues témoigner justement de leur voyage. Ils en étaient revenus évidemment plein de souvenirs encore dans les yeux. En tout cas, donc vous avez besoin évidemment de dons, de généreux donateurs, j'allais dire, et donc vous les sollicitez au travers de cette soirée que vous organisez ce samedi. On va rappeler donc les coordonnées. Qu'est-ce qui va se passer concrètement samedi soir, Brahim? Il y a plein de surprises. Déjà, la plus grande surprise, c'est qu'on a mis 2 Amra à gagner, c'est-à-dire 2 petits pèlerinages à gagner. Il va y avoir des chanteurs anachides qui vont venir animer la soirée. On a mis en place un quiz musulman, mais un quiz handicap, c'est-à-dire on va poser des questions sur le côté religieux et aussi on va poser des questions sur l'handicap pour voir si les gens ils connaissent bien leurs droits. Très bien. Et il va y avoir des témoignages des gens qui sont déjà partis, des témoignages des gens qui vont partir avec nous. Il y a un humoriste qui s'appelle Nasser, je pense qu'il est non-voyant, qui va venir nous faire une animation et plein de petites choses. Donc on a mis en place aussi une salle spécialement pour les enfants. Les parents, ils ne s'inquiètent pas, ils peuvent venir avec leurs enfants.
On a un directeur d'un centre de loisirs qui pourra s'occuper d'eux. Et puis, nous espérons bien les recevoir et leur faire plaisir. Et s'ils souhaitent nous aider, qu'ils nous aident. S'ils ne peuvent pas, qu'ils partagent nos messages. Et puis, s'ils souhaitent faire partie du voyage, ils sont tous les bienvenus. Très bien. Eh ben, écoutez, on donne rendez-vous donc à tous les auditeurs samedi soir. Vous rappelez peut-être l'adresse. Est-ce qu'il y a un Facebook ou un site internet pour vous suivre? Voilà. Toutes les personnes qui souhaitent nous contacter, c'est facile. Et ils ont qu'à rentrer sur la page Facebook Association Aide-moi. Je donne mon numéro de téléphone pour ceux qui, c'est plus simple d'appeler. C'est le 06 60 53 02 62. Je répète 06 60 53 02 62. Ou s'ils souhaitent passer par l'association, c'est le 06 63 86 96 91. Je répète 06 63 86 96 91. Avant de donner l'adresse, je tiens à remercier la radio de France Maghreb. Vous nous avez invités une fois. Et il y a 2 semaines, notre charmante Hinda qui nous a appelé avec Midjed. On a pu passer l'après-midi. On a passé un agréable moment parce que on a eu beaucoup d'appels de vos auditeurs, auditrices. Et la demande, elle est forte. Beaucoup de gens souhaitent aider. Donc, ils ont juste à nous contacter à ces 2 numéros. L'adresse du salon, c'est le 2 rue de la Falaise. 2 rue de la Falaise, 95 520 Oni. 95 520 Oni. Oni, ça s'écrit O-S-N-Y. Et soyez tous les bienvenus. Et j'espère que toi aussi, tu pourras venir, Christophe, et passer un petit moment, car plein de surprises t'attendent. Merci Brahim, en tout cas, et bonne soirée. Encore bravo pour ce que vous faites, c'est formidable. Merci beaucoup Brahim. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup. Belle opération Nadir. Hein. Tout à fait. Franchement, déjà organiser des pèlerinages, des randonnées comme ça, c'est assez difficile. Alors pour des personnes qui sont handicapées, c'est vraiment extraordinaire, surtout de leur donner la possibilité de le faire comme n'importe quelle autre personne. Je voulais évoquer avec vous, ce problème qui nous emmène du côté de Sartrouville. À la fin de l'état d'urgence, la salle de prière de la Cité des Indes à Sartrouville avait été rouverte par les autorités françaises après avoir été accusée, entre autres, d'apporter un soutien pérenne à Osama Ben Laden depuis les années 2000. Dans le Muslim Post, Saïd Jeleb, le président de l'association cultuelle des musulmans de Sartrouville, il dit donc ne pas comprendre en tout cas ces accusations et il précise d'ailleurs s'étonner des autorités qui s'intéressent donc à cette mosquée, en l'occurrence à ce lieu de culte, dans cette mosquée qui ferait des prêches radicaux, visiblement c'est ce qui est reproché, et qui ferait preuve d'hostilité aux principes républicains. C'est un imam qui œuvre apparemment depuis 18 ans dans cette mosquée. On voudrait nous faire croire, dit-il, que pendant toutes ces années il a eu pignon sur rue et qu'ils l'ont laissé tranquille. Questionné donc alors Saïd Jeleb, qui est le président de l'association cultuelle de Sartrouville, malgré la fin donc de l'état d'urgence, l'exception, la mosquée de Sartrouville a de nouveau été fermée, a indiqué la préfecture des Yvelines ce lundi, après avoir été déjà fermé ses portes pendant 1 mois. Le lieu de culte donc ne sera resté ouvert que 3 petites semaines. La fermeture administrative a été décidée pour une durée de 6 mois. Ils disent ne rien avoir à se reprocher. Que le reproche-t-on visiblement aux dirigeants de cette mosquée? Selon la préfecture, la salle de prière serait un foyer ancien de l'islam radical. L'administration donc pointe une nouvelle fois des prêches radicaux, marquant leur hostilité aux principes républicains et incitant la haine à l'encontre des autres religions. C'est ce que reproche donc la préfecture. Saïd Jeleb, qui assure avoir fait pourtant preuve de transparence avec le préfet, avoir fait les concessions nécessaires, dit-il, même s'il assure on n'a rien à se reprocher. Voilà, en l'occurrence. Mais vous le savez, depuis que cette nouvelle loi qui a fait suite à l'état d'urgence, maintenant c'est le préfet qui décide, et uniquement le préfet, de la fermeture d'un lieu de culte, par exemple, comme c'est le cas pour cette mosquée. Nadia, peut-être ton avis là-dessus. Je sais pas si tu connais un petit peu Sartrouville. Non, mais je sais, c'est la Cité des Indes. Ouais. Je vois très bien. Mais moi, le souci, ce qui me dérange dans cette affaire-là, on dit que comparaison n'est pas raison. Mais moi, je veux faire la comparaison. Quand un prêtre est accusé de pédophilie, jusqu'à preuve du contraire, on ne ferme pas l'église. Donc on ne pénalise pas les gens de la paroisse. Ouais. Pourquoi chez les musulmans, quand il y aurait éventuellement
un imam il y en a, radical. On va le dire, il y en a. Ah ouais, non, mais bien sûr, il y en a. Bien sûr, ça existe. Mais par contre, pourquoi on pénalise tous les pratiquants en fermant le lieu de culte? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et pourquoi d'ailleurs qu'on l'exclue éventuellement, qu'on l'invite à se présenter à la justice et à répondre de ses propos. Mais pourquoi dire on ferme la mosquée, on pénalise les musulmans, fidèles. Pas les fidèles, ouais. Donc ça démontre qu'il y a un deux poids deux mesures vis-à-vis de la communauté musulmane qui est inacceptable, qu'il faut dénoncer et sur lequel il faut se battre. Donc après, on est tous d'accord, il faut combattre les propos qui sont violents, qui sont extrêmes et surtout qui ne correspondent pas à l'islam, comme je pouvais le dire tout à l'heure. Mais vous savez que les renseignements généraux, ils sont quasiment partout, ils observent tout ce qui se passe le vendredi en particulier dans les mosquées, ils sont au courant de tout ce qui se dit dans les mosquées. Oui, donc c'est vraiment effectivement, ça fait des années que cette mosquée est donc sous l'œil attentif donc des autorités. Elle aurait été fermée depuis longtemps si toutefois il y avait vraiment des prêches radicaux qui étaient observés ou observables tous les vendredis. Donc là, pour le coup, visiblement, il y a une cassure avec le préfet. Il a décidé de fermer la mosquée en invoquant les motifs que je viens d'évoquer avec vous, que je viens de vous donner, vous citer. Je te rejoins assez dans le sens où effectivement, on peut dénoncer le comportement d'un, de deux, de trois imams. On va pas non plus généraliser à tous les imams. Il y en a des très bons et de très bonne qualité. Comme c'est pas parce qu'effectivement il y a un imam qui va raconter des énormités ou des conneries, qui va faire des appels à la haine dans une mosquée, eh bien on le traduit devant la justice, on le sort de la mosquée et on demande à l'association de mettre un autre imam. Mais on ne ferme pas la mosquée parce qu'on prive en l'occurrence des fidèles. On pénalise et après on rentre dans des conflits qui ne servent à rien et qui font perdre du temps à tout le monde. Mais voilà, s'il y a cette pratique-là aujourd'hui, c'est que ça démontre aussi que la communauté musulmane n'est pas si organisée que ça, ou qu'on essaie de le faire croire. Donc à partir de là, faut rappeler à tous les musulmans, ou la plupart d'entre eux qui sont citoyens, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Donc quand il y a des agissements comme ça, pour ma part, qui me paraissent inacceptables, il faut le dénoncer. Il faut se battre contre, parce que voilà, c'est toujours pareil. Pour moi, c'est une attaque directe à la communauté musulmane. Et après, l'aspect juridique, c'est entre éventuellement les autorités et l'imam ou la personne qui aurait porté des propos à tendance radicale ou extrême. Bon, en tout cas, vous êtes de Sartrouville, vous pouvez nous donner votre avis tout à l'heure dans le cadre de Libertad, dans quelques minutes sur France Maghreb 2, puisque maintenant, on va s'intéresser au coup de cœur de notre ami Nadir Kaya. Ça passe super vite, le grand forum. C'est normal, c'est parce qu'on est bien ensemble. Tout va bien. France Maghreb 2, le coup de cœur. Nadir qui va nous parler d'une initiative, une opération qui est renouvelée pour la 3e fois, je crois. Ouais, voilà, c'est toujours en lien avec notre association Banlieue Plus et nos quartiers. C'est la 3e année consécutive qu'on fait cette opération. C'est une opération qui consiste à apporter des jeux neufs auprès d'un interclub qui est l'interclub de Paris Fight Time, Paris 18e, rue Capron, au 16 rue Capron. Voilà, c'est un club sportif qui fait du JJB, du MMA, de la boxe, et avec qui on s'est associé depuis 3 ans pour récolter des jouets neufs. Et à partir de là, une fois que les gens ont déposé dans le hall du centre sportif, on prend les jouets et on va directement les distribuer dans les hôpitaux, en particulier un hôpital où il y a des enfants qui sont hospitalisés pendant la période de Noël. Donc cette opération va se passer le mardi 19 décembre de 18h à 18h45 dans le hall du Fitness Park. Donc 16 rue Capron, Paris 18e. Si vous avez des jouets neufs ou vous voulez acheter des jouets tout neufs pour des enfants qui sont hospitalisés pendant la période de Noël, n'hésitez pas à venir les déposer. Puis nous, au sein de l'association Banlieue Plus, on se fera un plaisir de les remettre aux enfants et de communiquer là-dessus. Voilà. Ça va être bien ça. Falloir filmer. Un sourire d'un enfant, c'est magnifique, non? Tout à fait. Bon, allez, dans un instant, Libertad sur France Maghreb 2 avec notre filtre anti-imbécile, parce qu'il le faut quand même. Voilà, il est là. Donc 01 40 33 9000 01 40 33 9000 dans un instant pour appeler, nous dire ce que vous voulez. On ne sait pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. Eh bien vous allez le pouvoir faire dans un instant. Ne bougez pas sur France Maghreb 2. Et puis la question du jour, on vous le rappelle, n'hésitez pas à aller voter là. Vous êtes en masse en tout cas à voter à fond. Donc sur cette question, le double discours de Manuel Valls est-il dangereux pour le vivre ensemble? Vous répondez sur cette question sur la page Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Ah oui, j'avais oublié quelque chose d'extrêmement important à propos de l'affaire Yacine. Yacine qui a été, ça y est, alors pas enterré je crois aujourd'hui, demain, mais qui est parti ce matin, donc par avion, direction Sfax en Tunisie pour y être effectivement enterré. Je précise aux auditeurs que j'essaye de joindre Maître Bouzrou depuis 3-4 jours.
qui ne daigne pas répondre pour l'instant à mes appels. Je vais essayer de savoir pourquoi, mais en tout cas, sachez que je harcèle jusqu'à ce que j'obtienne effectivement ça, peut-être pas sa venue, mais en tout cas un coup de fil que je pourrais lui passer pour qu'il nous explique un petit peu les changements et l'aspect juridique de cette affaire. Les évolutions, absolument, puisqu'il y en a eu visiblement, mais la famille reste un peu discrète pour le coup. Bon, on peut les comprendre. Hein. À tout de suite pour Libertad sur France Maghreb 2. Eh oui, il faut la grosse clochette là. Attention, la sirène d'alarme elle est là. C'est la liberté qui résonne sur France Maghreb 2, bien entendu dans le cadre de Libertad. C'est maintenant 01 40 33 9000. Petite information utile aussi pour ceux et celles qui n'arrivent pas peut-être à nous joindre parce qu'il y a beaucoup de monde qui appelle en même temps. D'abord, essayez d'être le plus rapide possible pour qu'on puisse avoir le maximum d'auditeurs et d'auditrices. Et vous pouvez aussi appeler le 08 92 23 99 50. Comme ça, hop, toutes les lignes sont ouvertes, prêts à vous accueillir. France Maghreb 2, bonsoir. Allô, oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame, quel est votre prénom et votre ville d'appel madame? Pardon? Quel est votre prénom et votre ville d'appel s'il vous plaît? Ah, alors j'appelle de Chevilly-la-Rue et c'est Zor. Zor, on vous écoute Zor, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, moi j'appelle, c'est pour tirer le coup de gueule. Je trouve ça vraiment malheureux pour tout ce qui arrive aux musulmans. Et puis il faut dire aussi que c'est pas innocent à 100% parce que nous ne sommes pas organisés. Malheureusement, on n'a pas de leader. Automatiquement, il n'y a pas de hiérarchie. Ouais. On est déjà entre nous, on est déjà séparés. Et bah, si je te tire les Marocains, que je te tire les Tunisiens, que je te tire les Algériens, les Maliens, alors qu'on est tous musulmans et on devrait se comporter tous sous la bannière de l'islam. Tout à fait. Uniquement l'islam. Merci Zor pour ce coup de gueule. Merci beaucoup, à bientôt et bonne soirée Zor. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir et bonne soirée. Moi je voudrais juste dire pas de nationalité en islam. Oui. Les gens se rappellent ça, il n'y a pas de nationalité en islam, il n'y a que des individus. Exact. 01 40 33 9000 08 92 23 99 50. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Quel est votre prénom madame? Nadia. Nadia, vous nous appelez d'où? J'appelle de Bobigny. De Bobigny, Nadia, on vous écoute. Qu'est-ce qui se passe Nadia? Écoutez, je suis votre radio parce que j'ai mon ami Nadir qui intervient régulièrement. Ah, c'est ton ami Nadir? Voilà, c'est une personne que je connais et du coup, je voudrais savoir si c'était possible un jour de parler de tout ce qui était consommation excessive de sucre, consommation des produits bio, etc. Faire un petit rappel aux gens. Ah bah ouais, ça serait bien, ouais. Informations à ce sujet-là. Voilà, ça serait super. Depuis que je vous écoute, j'ai pas entendu beaucoup de sujets. C'est vrai, vous avez raison. Eh bien, merci beaucoup Nadia du rappel en tout cas. Merci. Merci Nadia. À bientôt du côté de Bobigny. Elle te connaît, hein? Bah moi, tu vois qui c'est? J'ai du réseau. Ouais, t'as du réseau, je vois ça, dis donc, hein. 01 40 33 9000 Libertad, c'est maintenant. On ne sait pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous pouvez nous dire ce que vous voulez, évidemment. C'est Libertad. Passer un petit bonjour à quelqu'un, je sais pas, une petite dédicace, réagir à l'émission, un coup de gueule, un coup de cœur, faire part aussi d'une belle initiative dans votre région. N'hésitez pas. 01 40 33 9000. Bonsoir, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est moi, j'appelle de chez moi. Oui, bonsoir, toi, t'appelles de chez toi, c'est Méziane. Qu'est-ce qui se passe, Méziane? Voilà. Moi, je trouve que l'État algérien n'est pas sérieux. J'ai l'impression que toutes les rumeurs sont possibles. Moi, j'ai entendu dire que Bouteflika était mort depuis pas mal de temps. D'autres disent qu'il veut se représenter. Je crois que pour un pays... Ouais, faut faire attention aux rumeurs, hein, parce que les rumeurs sont vraiment extrêmement nombreuses. Oui, mais pourquoi il y a des rumeurs? C'est parce que le président... est absent, oui. Est absent, il ne se présente pas devant le peuple, à la télévision, par exemple. Ouais, d'où cette caricature, d'ailleurs. Toutes les rumeurs sont possibles, et ça crée un climat de pourri dans toute la population. Et tout le monde peut raconter n'importe quoi. Ouais. Et il est grand temps, bon, il a fait 4 mandats, il est malade, Inch'Allah, Rabbi Shfeh, et il risque. Mais il devrait quand même laisser la place. Même si moi j'ai voté pour lui, hein, et s'était présenté, mais maintenant il est malade, et bien il devrait se retirer, ça serait beaucoup plus sage, et puis qu'il se présente devant le peuple en disant voilà, je dois me retirer, et puis vous allez voter. Et moi je trouve que ça serait beaucoup plus démocratique, parce que sinon, eh bien c'est la pagaille, c'est-à-dire tout est caché, rien n'est clair, et c'est un mauvais climat et pour tout le monde. Merci Méziane, merci à toi.
Bonne soirée pour cet appel donc lancé sur France Maghreb 2 dans Libertad 01 40 33 9000. Vous avez la parole, prenez-la tous les jours à cette même heure en fin d'émission. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi, je sais pas, je suis dans ma voiture, je sais pas si je suis en direct. Vous êtes en direct. C'est pas politique. Ouais. Souvent vous passez, excusez-moi, une belle chanson de Hamad Diab. J'aurais voulu avoir le titre parce que je la trouve pas. J'en sais rien. Vous avez passé il y a 3 jours, c'est. J'en sais rien, moi. Je suis pas un jukebox, ma chère petite dame. Je suis pas un jukebox, moi. Je sais pas du tout, madame. Faut pas vous dire. Par contre, ce que je peux vous conseiller, à toutes fins utiles, c'est de télécharger l'application France Maghreb 2 et les titres s'affichent lorsque vous les entendez comme ça. Vous cliquez et vous allez avoir le nom de l'artiste avec le titre. Voilà, ça c'est un petit. Mais si vous la reconnaissez, la passez. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, je vous en prie. À bientôt. 01 40 33 9000. Allez, une petite dernière pour la route. France Maghreb 2, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Fatima de Paris. Oui, Fatima, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais juste préciser que l'islam et les musulmans, il n'y a pas de nationalité, c'est vrai, mais tous les musulmans, c'est une Oumma, comme a dit Onfray. Nous sommes une Oumma et nous sommes comme les maillons d'une chaîne. On a beau ne pas s'entendre, mais on laisse rien passer quand il y a quelqu'un de nous qui est à terre. Voilà. Merci Fatima pour ce rappel. Allez, un tout petit dernier pour la route. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Prénom et ville d'appel? C'est Mohamed de Sarcelles. Je vous appelle en fait juste pour un coup de gueule contre les Saoudiens. Rapide. J'en ai un peu marre d'entendre leur petite magouille pour déclencher une guerre entre les Arabes et les Iraniens. On en a marre d'eux, ils font plein d'embrouilles. Vous savez quoi, les dernières là, apparemment il aurait proposé de tripler l'aide à la Palestine auprès de Mohamed Abbas pour qu'il signe un traité de paix. Ça c'est la dernière en date. Ils font pression justement, et ils pensent par les autres gouvernements. Dès qu'ils leur donnent un centime, c'est leurs esclaves. Donc du coup c'est un peu... Ouais. Voilà, entre les Iraniens et les Saoudiens, je choisis à 100% les Iraniens. Et puis je salue du coup l'initiative de votre invité qui a condamné la traite d'esclavage en Libye. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut condamner à 100%. Ça fait pas partie de l'islam. Il y a des racismes partout, que ce soit chez les Noirs, chez les Arabes, chez les Blancs, et donc il faut condamner, il faut pas être Merci beaucoup Mohamed de Sarcelles, à bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Et je rappelle d'ailleurs que si vous souhaitez revoir l'avis tranché de Nadir Kaya, puisque vous arrivez maintenant, vous savez pas de quoi il a parlé, bien vous pouvez le revoir sur Christophe Le Grand Forum, sur Facebook évidemment. Bien sûr, mon cher Nadir, merci beaucoup. Merci à toi. Demain on sera avec Redouane Moumine, vendredi avec Tarek Pami et Mourad Koual. C'est le Grand Forum tous les jours, n'hésitez pas à rester fidèles, et je sais que je compte sur vous d'ailleurs pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus d'ailleurs à nous écouter, hein. Ça, croyez-moi, je le sais. Voilà, j'ai mes petits bruits là, hop, mes grandes antennes sur mes oreilles qui s'agitent pour effectivement constater qu'il y a un certain engouement autour de cette émission, et j'en suis le premier avis en tout cas. Merci beaucoup Nadir, bonne soirée, à très vite sur France Maghreb 2, 18h01. Merci d'écouter France Maghreb 2 à Paris comme partout ailleurs en France et dans le monde. Voici le flash de 18h avec Marine Garel, bonsoir. Bonsoir à tous. Un homme interpellé hier en Seine-Maritime, placé en garde à vue dans l'enquête sur l'attaque des jouets du Thalys en août 2015. Il est considéré comme un proche de l'entourage de Redouane Sebar, un Marocain soupçonné d'avoir participé à la préparation de cette attaque. 300 lycéens et étudiants réunis place de la République à Paris à l'appel de plusieurs mouvements de jeunesse, dont l'UNEF et la Fidèle. Ils redoutent que la réforme de l'accès à l'université soit une sélection déguisée. Ce matin, plusieurs lycées de la capitale ont été bloqués. Il a assisté ce matin à Beyrouth aux célébrations de l'indépendance du Liban. Le Premier ministre Saad Hariri, de retour hier soir dans son pays, a surtout fait le point sur sa situation. Il suspend sa démission à la demande du président libanais pour permettre des discussions. Saad Hariri avait annoncé quitter son poste début novembre depuis l'Arabie Saoudite. La Commission européenne pointe du doigt les prévisions budgétaires de 6 pays dont la France. Elle estime que ces prévisions présentent un risque de non-conformité avec les règles européennes. L'Italie, la Belgique, le Portugal, l'Autriche et la Slovénie sont également concernés. Faux départ, le remaniement du gouvernement initialement annoncé pour hier sera finalement dévoilé dans la semaine, selon l'entourage du président Emmanuel Macron. Ce retard est lié notamment à la vérification du patrimoine d'éventuels nouveaux ministres. Le 3919, numéro d'écoute national destiné aux femmes victimes de violences, est débordé. Il y a eu 5717 appels en octobre contre 4510 en septembre, soit une augmentation de 27% dans la foulée du scandale Weinstein.
Julien Sablé, nouvel entraîneur de Saint-Étienne, n'a pas son brevet d'entraîneur professionnel de football, ce qui est pourtant obligatoire. Le club pourrait donc payer une amende de 25 000 € par match. Le problème a été dénoncé par l'ancien de Saint-Étienne, Pierre Repellini. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.